Merci, Madame la professeure. Je ne me suis pas permis de vous interrompre. Effectivement, la présentation était longue, mais c'était très vaste, avec des choses très différentes. Je pense que les questions de moi-même, de Madame la rapporteure, excusez-moi, et des commissaires vont permettre de revenir sur des points. Comme vous l'avez compris, l'objet de notre commission est concentré sur les ingérences, vraiment les tentatives, les soupçons d'ingérence envers les personnalités politiques, les partis politiques, les relais d'opinion, les influenceurs, enfin ceux qui ont un pouvoir de décision économique, administratif, un certain nombre de choses. Donc on va essayer, si vous le voulez bien, dans les questions qui vont être posées et dans les réponses qui vont être apportées, de se concentrer sur cet aspect-là, même si j'entends que l'explication, l'exposé que vous avez fait sur l'ampleur de la corruption, sur les mécanismes qui ont amené à cette possibilité d'agir et de vouloir interférer dans les démocraties ou dans les puissances étrangères, nécessiter une explication de fond comme professeur, ça je le comprends, mais dans la deuxième partie, je vous mettrai vraiment de plus vous recentrer sur ça, parce que sinon on va juste pas avoir matériellement le temps de prendre les questions de tous les commissaires, parce que nous avons malheureusement une autre audition. Oui. Je précise naturellement que si jamais il y a des réponses complémentaires que vous voulez adresser par écrit à la commission, vous pouvez le faire. Et évidemment, ces compléments seront partagés avec l'ensemble des commissaires, et si vous le souhaitez, seront d'ailleurs, je ne sais pas si c'est possible, dans la mesure, je ne sais pas ce qui est réglementairement possible, à la disposition de ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Voilà, donc la commission ne se limite pas aux réponses que vous voulez apporter à l'oral, si vous estimez que le temps qui vous est laissé ne vous permet pas parfois de dire tout ce que vous auriez voulu dire. Voilà. Je me permets de le préciser de manière parfaitement transparente. Moi, dans l'analyse de ma première question, madame, ce sera, vous avez à plusieurs reprises mentionné des personnalités économiques qui jouent un rôle supposé ou réel d'intermédiaire, de facilitateur pour ouvrir des portes, pour ouvrir des marchés en Russie, et que ça leur donne une capacité d'influence ou des réseaux en Occident, et en particulier en France, par exemple, dans le cadre du dialogue franco-russe. Mais ce qui m'interpelle effectivement, vous avez aussi mentionné le cas avec l'Allemagne, avec M. Schröder, c'est que moi j'aimerais comprendre en fait la différence entre, d'une part, des relations économiques qui ont été établies. D'ailleurs, c'est la question que j'ai posée hier à M. Mariani, donc c'est la même question que je vous pose. Entre des relations économiques qui ont été établies par des personnalités, d'ailleurs, qui aujourd'hui ne sont pas spécialement mises en cause et qui surtout ne sont plus là pour se défendre, comme M. Chirac, qui a ouvert le dialogue franco-russe, qui a remis, je crois que c'est l'ordre du commandeur, enfin un ordre assez élevé dans l'ordre de la Légion d'honneur à M. Poutine, mais aussi, je ne sais pas qui a donné la Légion d'honneur, vous avez cité un oligarque, celui qui a... Timchenko, mais ils les ont tous, ils l'ont à peu près tous. Voilà, la Légion d'honneur, bon ça a été donné par définition. La Légion d'honneur a été attribuée par des personnalités qui ont été au pouvoir sous différents gouvernements, et pas par des partis d'opposition qui n'ont pas les moyens de donner des décorations ou de signer des marchés, de vendre à Mistral, de faire des marchés avec Total, de favoriser Renault qui a, je rappelle, de l'actionnariat public dans son capital qui s'est implanté en... Voilà, donc un certain nombre de grandes entreprises, Total, GDF. On a interrogé dans une autre commission Madame la Première ministre sur le fait qu'une autorisation avait quand même été donnée à un moment à Engie de prendre une part de 1 milliard d'euros dans Nord Stream 2. C'est pas le Rassemblement national qui a donné cette autorisation. Bon. Donc en fait, ma question est très simple, c'est comment différencier ce qui relève de la défense des intérêts économiques dans ces pays des contreparties d'influence ou d'ingérence, et vous avez parti des problèmes de corruption. Je dois dire, sans trahir le secret, je parle sous le contrôle de Mme la rapporteure qui pourra compléter ou me dire s'il fait un compte-rendu le plus exact possible, que dans les auditions que nous avons faites, pour les différentes institutions, notamment qui vérifient les mouvements de capitaux ou qui vérifient la transparence de la vie politique, n'ont pas donné d'informations pour alerter la représentation nationale sur un nombre important de cas. Ce n'est pas qu'il n'y a aucun cas, mais il y a des cas qui sont inférieurs à une dizaine d'unités. Ces unités, si je puis dire, relevant aussi bien d'agents publics que parce que vous avez parlé des militaires et compagnie, que de personnalités politiques, et pas spécialement de personnalités politiques de premier plan. Voilà, pour bien comprendre la différence entre les deux, et aussi pour ne pas relire les événements à l'envers. C'est-à-dire que on peut estimer que M. Chirac ne pensait pas que l'Ukraine serait envahie 20 ans après. Bien sûr. Mais il pouvait, je dirais, déjà voir, par exemple, mais je ne mets pas du tout en cause M. Chirac. En fait, la difficulté de votre commission, elle est notamment
là. C'est-à-dire que comment différencier, je dirais même pas, vous voyez, des affaires normales et des ouvertures de contrats normales, mais comment différencier du lobbying, où les gens se font payer, avec de l'influence. La vraie difficulté, elle est là. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est très très bien d'ouvrir des lieux où les gens peuvent se rencontrer, peuvent nouer des liens, peuvent développer des affaires. Le lobbying, on ne va pas se voiler la face. On sait tous qu'il y a des dizaines d'agences de lobbying à Bruxelles qui sont censées pousser leurs produits et avancer leurs produits. Donc là, comment différencier? C'est extrêmement difficile. Moi, je dirais que là où passe la nuance, et c'est là d'ailleurs où il y a eu une erreur d'appréciation, y compris d'ailleurs de ma part, je vais vous dire laquelle, c'est avec qui vous faites des affaires. C'est-à-dire, vous comprenez, vous allez faire des affaires avec des gens qui sont peut-être pas tous des prix de vertu, mais a priori, quand vous faites des affaires, quand vous vendez un appartement, vous achetez un appartement, vous voulez qu'il y ait des règles de droit qui soient respectées, et vous essayez de traiter avec des gens honnêtes. Quand vous allez plus ou moins, je dirais encore une fois, c'est pas, on va pas se faire non plus trop d'illusions, je dirais, sur la nature humaine, mais il y a quand même un minimum. Avec la Russie de Poutine, vous ne traitez pas avec des gens honnêtes. C'est-à-dire que là où, vous voyez, une erreur a été faite un peu par tout le monde, c'est qu'on s'est dit, notamment dans les années 90, si on fait du business, si on a des relations développées, on va pouvoir transformer ce pays, on va l'aider à devenir un pays intégré dans une communauté internationale où on fera des affaires et chacun aura son avantage, où on enverra des étudiants, ils enverront leurs étudiants, comme M. Solovyov qui a passé pas mal de temps aux États-Unis, et ça va faire de ce pays un État normal, entre guillemets, c'est-à-dire un État qui n'assassine pas ses voisins. C'est-à-dire que moi, je veux bien faire des affaires avec ma voisine à condition que ma voisine ne soit pas en train d'assassiner ses voisins quasiment à chaque génération. C'est-à-dire, vous savez, et là, c'est franchement un drame, Monsieur le Président, pour les gens qui travaillent sur la Russie. Quand on voit ce qui se passe en Ukraine, vous voyez, en plus, c'est pas une guerre intelligente, c'est pas une guerre de talent, c'est une guerre où on rase. Comme ils ont rasé en Tchétchénie. Et on a combien de milliers de Tchétchènes émigrés chez nous. Comme ils ont rasé en Syrie. Et ils attaquent comme ils ont attaqué en Tchécoslovaquie en 1968, comme ils ont attaqué à Budapest en 1956. C'est-à-dire, et là vous vous dites, voyez, pour moi qui j'aime la culture russe, je me dis, mais est-ce qu'à toutes les générations, on va devoir se dire... La Russie bombarde, attaque, détruit ses voisins pour rétablir une sorte de contrôle. Alors avant contrôle communiste, maintenant contrôle on ne sait quoi. C'est-à-dire que la différence entre du lobbying et de l'influence et le fait, je vous invite à dîner, tiens, justement, j'ai un marché, etc. Ce qui se fait partout, ce qui se fait au niveau de votre village quand, je dirais, le vendeur de poules veut vous vendre des poules. Ce qui se fait en Russie, c'est qu'en Russie, vous avez du sang. La période de sang. C'est que vous traitez avec des gens qui n'ont aucune limite, qui vous regardent, Monsieur le Président, comme quelqu'un de décadent, comme quelqu'un, je dirais... pas un homme, pas un, voyez, ou pas une femme, ou un occidental, je veux dire, qui, parce qu'il est poli, je dirais, n'est pas pris au sérieux. Et les gens autour de Poutine, et encore une fois, vous voyez, j'ai bien dit, il y a les gens, il y a la société, et pour moi, la société est différente. Le méprisent fondamentalement l'Occident, méprisent fondamentalement leurs voisins, ne connaissent que les rapports de force. Je vais vous donner des exemples. J'ai beaucoup travaillé notamment sur le cas de Madame Narotchinskaya, puisqu'elle était en France. Et j'ai lu à peu près tout ce qu'elle avait publié. Elle a publié des livres, elle a publié beaucoup de recueils d'entretiens. Elle le dit explicitement. Elle dit, nous, ce qu'on veut en Russie, c'est être une grande puissance. Être une grande puissance, dit-elle, c'est pas être comme la Suisse. C'est pas avoir un bon niveau de vie. C'est pas être une puissance économique. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on nous demande notre avis et qu'on nous tienne compte de nous.
Le niveau de vie de la population, il s'en fiche. C'est-à-dire que fait M. Poutine actuellement? Eh bien, effectivement, il s'est dit, je vais prendre le contrôle sur l'Ukraine. On va devoir tenir compte de mon avis, que la population russe soit en train de crever sur des champs de bataille inutiles et de crever parce qu'elle est isolée du monde, il s'en fiche. Donc, si vous voulez, ma réponse, elle va être très claire. Si vous prenez par les procédés, on va toujours vous dire « Ah mais oui, mais vous voyez, c'était pour faire du commerce, c'était pour… » Ça, c'est terminé. Quand on est passé de l'époque du jeu à l'époque du sang, à nouveau, une fois de plus dans l'histoire russe. C'est-à-dire que on ne fait pas des affaires, des sourires et des dîners mondains avec n'importe qui. Merci pour votre micro, madame, s'il vous plaît. Ouais. Ma deuxième question, c'est un peu dans la continuité de ce que vous avez dit sur